vous installer, nous allons débuter, il est 9h03. Voilà. Alors, mes chers collègues, donc très heureux de vous retrouver ce matin. Donc il manque un peu de monde, mais je pense qu'à la fois, voilà, on est semaine du Congrès des maires, donc voilà. Alors nous allons entendre ce matin Monsieur Frédéric Pacou, qui est bien connu dans cette maison, candidat proposé par le gouvernement aux fonctions de président du conseil d'administration de l'établissement français du sang. En application de l'article L. 1451-1 du Code de la santé publique, sa nomination doit être précédée de son audition par les commissions compétentes du Parlement sans que celle-ci soit suivie d'un vote. Je vous précise que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo retransmise en direct sur le site internet du Sénat et qui sera consultable en vidéo à la demande. Je vous précise également que vous trouverez le CV de M. Pacou dans Déméter. J'indiquerai simplement qu'il a débuté sa carrière au sein de l'administration du Sénat et qu'il était jusqu'à cette année chef du pôle parlementaire au cabinet de la Première ministre. Mes chers collègues, je vous rappelle que l'établissement français du sang est un établissement public de l'État, créé le 1er janvier 2000 en remplacement de l'Agence française du sang. Il est l'unique opérateur de la transfusion sanguine en France qui recouvre le don de sang, de plasma et de plaquettes. Il organise des activités de collecte du sang, de préparation et de qualification des produits sanguins, ainsi que leur distribution aux établissements de santé. En 2002, ce sont environ 2 700 000 dons de sang qui ont été effectués par 1 545 000 donneurs. L'EFS assure aussi l'approvisionnement en placement du laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies qui fabrique les médicaments dérivés du sang. Voilà, la mission de l'EFS est donc cruciale car elle touche à l'indépendance sanitaire de la France dès lors qu'il lui revient de garantir l'autosuffisance nationale en produits sanguins. Nous connaissons néanmoins les difficultés financières que rencontre l'EFS qui justifient une réforme de son mode de financement qui était notamment inscrite dans le PLFSS pour 2024, donc nous en avons débattu. Pour commencer, M. Pacou, je vous laisse le soin de vous présenter et de nous expliquer ce qui vous conduit aujourd'hui à vous porter candidat à l'exercice des fonctions de président. Et je vous indique notamment qu'il serait intéressant pour nous d'avoir aussi une vision sur le fonctionnement de l'établissement et ses perspectives. Voilà. Donc je vous laisse tout de suite la parole. Ça va ? Pardon. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame la rapporteure générale, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Je suis particulièrement honoré et ému d'être avec vous pour cette audition parce que, comme vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, j'ai travaillé pendant plus de 7 années à quelques mètres d'ici puisque j'étais à la commission des lois, donc géographiquement c'était vraiment pas très loin et pour la première fois je viens devant votre commission à cette place, donc ça n'est pas un moment anodin pour moi. Et puis je suis également honoré et ému parce que l'EFS, comme vous le savez, est un établissement exceptionnel à plus d'un titre parce qu'il occupe une place tout à fait remarquable dans notre système de santé. Il joue un rôle vital et aussi en raison des enjeux de souveraineté sanitaire qu'il concentre, comme vous l'avez rappelé. C'est un établissement présent sur l'ensemble du territoire qui incarne une forme de lien social et qui porte une grande capacité d'innovation. Je sais le Sénat particulièrement attentif à tous ces enjeux, comme l'a encore récemment montré l'été dernier le rapport de Madame la rapporteure générale et Madame Le Houerou sur le financement des organismes financés par les régimes obligatoires de base. Et je suis donc très heureux d'évoquer ce sujet avec vous aujourd'hui. Je reviendrai brièvement, si vous me le permettez, Monsieur le Président, sur les principes qui ont forgé l'identité de l'établissement, avant de résumer en effet mon parcours et d'évoquer les défis que l'EFS devra relever dans les prochaines années. À titre liminaire, je tiens à préciser que je vais évoquer ces sujets avec beaucoup d'humilité, étant donné que je n'exerce pas encore les fonctions envisagées, que je ne connais pas l'établissement de l'intérieur. Bien sûr, je partagerai néanmoins avec vous l'ensemble des connaissances que j'ai à ce jour. D'abord, un bref retour sur l'histoire parce qu'elle est déterminante pour comprendre ce qu'est l'EFS et pour envisager d'y travailler. L'établissement s'inscrit, comme vous le savez, dans l'architecture qui a été dessinée après la crise du sang contaminé par les lois de 1993 et 1998 pour assurer le plus haut niveau de sécurité sanitaire. C'est une organisation
qui sépare la mission de collecte confiée à l'EFS, la mission de fractionnement confiée au LFB et la mission de contrôle et de régulation aujourd'hui confiée à l'ANSM. L'EFS et ses établissements régionaux sont agréés par l'ANSM qui définit les bonnes pratiques transfusionnelles et organise l'hémovigilance. Ce cadre de sécurité sanitaire est également assuré par le Haut Conseil de la santé publique qui surveille en particulier les risques émergents, par Santé publique France, qui assure la surveillance épidémiologique des donneurs, et bien sûr par la Direction générale de la santé. Cette exigence de sécurité sanitaire irrigue l'ensemble de l'établissement, qui veille à la sécurité des receveurs, mais aussi des donneurs. Et la loi place le respect des règles relatives à la qualité et la sécurité des produits sanguins sous le contrôle d'une personne responsable, qui est un médecin ou un pharmacien, et qui est actuellement le docteur Pascal Morel, qui assure les fonctions de président par intérim de l'établissement, et dont je veux saluer ici l'action. Outre cette exigence première de sécurité, l'EFS porte, comme vous le savez, 2 principes essentiels depuis sa création. Ces principes, ce sont l'éthique et la souveraineté sanitaire. Les principes éthiques, ils sont fixés dans la loi. Ils sont le bénévolat du don, l'anonymat du don et l'absence de profit. Le modèle français de don du sang se fonde donc sur un acte de générosité et de citoyenneté. C'est inscrit dans notre fonctionnement, dans notre modèle depuis les années 50. Chacun peut donc donner en France sous réserve de respecter les conditions d'éligibilité au don, quelle que soit sa catégorie socio-professionnelle ou son origine. Et dès lors que pour donner son sang, il faut respecter un certain nombre de conditions liées aux antécédents médicaux, au voyage dans des zones tropicales, il apparaît préférable en effet que les personnes qui veulent donner leur sang puissent le faire hors de toute pression. C'est pour ça que le caractère altruiste du geste est particulièrement important, puisque c'est en fait le premier maillon de la sécurité sanitaire. Et le bénévolat est aussi, à mes yeux, un atout important parce qu'il permet à l'EFS de s'appuyer sur un nombre très important, vous l'avez rappelé, de donneurs, sur une base très importante, ce qui, dans des situations de tension ou de crise, est une garantie de sécurité et d'efficacité. Troisième et dernier principe, c'est celui de la souveraineté sanitaire, puisque l'EFS a pour mission d'assurer à notre pays l'autosuffisance en produits sanguins, des produits qui restent indispensables aujourd'hui encore à la médecine. Les personnels de l'EFS font vivre la chaîne transfusionnelle au quotidien. Ils permettent ainsi de soigner 1 million de malades par an. L'établissement emploie aujourd'hui 9700 personnes réparties au sein de 13 établissements régionaux. Cette dimension territoriale est essentielle non seulement pour la collecte, qui est assurée quasiment sur l'ensemble du territoire. Il n'y a pas de collecte ni en Guyane ni à Mayotte pour l'instant. Elle est aussi essentielle pour délivrer les produits sanguins aux 1500 établissements de santé. Et les associations de bénévoles jouent bien sûr un rôle indispensable aux côtés des élus dans ce maillage territorial, puisque 75% des collectes sont encore des collectes mobiles. Et donc nous avons à l'EFS un besoin essentiel des bénévoles pour organiser les collectes, pour promouvoir le modèle éthique, pour mobiliser les donneurs. Et enfin, le service public du sang, c'est aussi à l'EFS d'autres missions. Alors la collecte de plasma pour fractionnement à destination du LFB, je vais y revenir, mais souligner aussi que l'EFS c'est le plus grand laboratoire d'analyse biologique de France, des analyses biologiques sur les dons, des analyses d'immunohématologie pour les receveurs afin de veiller à la compatibilité de la transfusion, et des analyses également dans le cadre des greffes, puisque l'EFS a aussi une activité de greffe de cellules ou de tissus. Et c'est enfin, pour toutes ces raisons aussi, un établissement porteur d'excellence et d'innovation avec des activités de recherche que j'évoquerai également. Alors mon parcours en quelques mots, vous en avez évoqué quelques traits distinctifs. Je l'ai entièrement consacré au service de l'État, à des questions principalement juridiques, d'organisation et de transformation, impliquant en général beaucoup de dialogue et de diplomatie.
Alors, j'ai une formation au départ en histoire, en philosophie et à l'Institut d'études politiques de Paris. J'ai ensuite effectué, j'étais dans les tout derniers à devoir le faire, après avoir réussi le concours d'administrateur, j'ai rempli mes obligations à l'égard du service national au secrétariat général de la Défense nationale comme conseiller juridique, avant effectivement de devenir administrateur du Sénat pendant une quinzaine d'années. J'ai exercé des fonctions en cabinet, notamment comme directeur de cabinet du ministre des Relations avec le Parlement entre 2014 et 2016, à un moment où était discutée la loi santé de janvier 2016, qui a apporté plusieurs modifications à l'établissement français du sang. Début 2016, j'ai rejoint le Conseil d'État où pendant 6 ans, j'ai été rapporteur à la première chambre de la section du contentieux, qui est une chambre qui traite du contentieux de la santé, de l'aide sociale, du travail et de l'urbanisme. J'ai également été chargé au Conseil d'État en tant que rapporteur général adjoint de l'élaboration de 2 études annuelles du Conseil, l'une sur la politique publique du sport et l'autre sur l'évaluation des politiques publiques. Et j'ai enfin été rapporteur à la section de l'intérieur. Parallèlement à ces activités, j'ai effectué plusieurs missions auprès de dirigeants d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche qui voulaient se regrouper, notamment dans le contexte des initiatives d'excellence et du programme d'investissement d'avenir. Et donc j'ai travaillé avec ces établissements à des moments où ils voulaient, ils étaient en période de transformation, donc ça a été des missions particulièrement passionnantes. Et j'ai également effectué une mission auprès du Haut Conseil pour l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, le HCRS, à un moment où également cet établissement s'est réformé. Début 2022, je suis devenu secrétaire général de la région académique Île-de-France, où là j'ai piloté 9 directions réparties dans 3 académies, donc un contexte institutionnel un peu complexe, avec des directions traitant de la formation, de l'orientation, des systèmes d'information, du numérique éducatif, de l'immobilier, des achats. Donc ceci avant d'être appelé, comme vous l'avez rappelé, au cabinet de la Première ministre pour être chef du pôle parlementaire et questions institutionnelles. Et je suis revenu au Conseil d'État en septembre dernier. Alors j'ai conscience que ce parcours ne fait pas de moi un spécialiste de la transfusion sanguine, mais j'ai la conviction que mon expérience et mes compétences pourront être utiles à l'établissement français du sang. Mon parcours m'a en particulier permis d'acquérir une bonne connaissance du fonctionnement de l'État. Il m'a amené à entrer dans des dossiers techniques et complexes et à préparer dans le dialogue des décisions sur des sujets parfois très sensibles. Je suis particulièrement attaché au caractère vital des missions de l'EFS, mais aussi à la solidarité qu'exprime le modèle éthique que j'ai évoqué, et à l'expertise que porte l'établissement. Et il n'est pas indifférent non plus que l'EFS soit, je pense, un acteur important de la démocratie sanitaire. L'échange, le dialogue avec les associations de donneurs, les bénévoles, les patients sont au cœur de son fonctionnement. Et compte tenu de la dimension territoriale de l'établissement, je suis convaincu de la nécessité de travailler au plus près des territoires, avec les élus, avec les associations qui connaissent le terrain. C'est un établissement qui n'a cessé de se transformer depuis 23 ans. Grâce à son organisation, à sa réactivité, il a su faire face à des périodes difficiles, les attentats, l'épidémie de Covid-19 et des épisodes climatiques également qui sont aussi des moments où les conditions de collecte sont parfois très perturbées. Et je veux donc saluer le travail accompli par François Toujas qui a présidé l'établissement pendant 11 ans et saluer aussi l'engagement très fort des personnels et des bénévoles. Cet établissement, il arrive aujourd'hui à un tournant de sa jeune histoire et je veux donc évoquer les principaux défis que devra relever l'EFS dans les années à venir et y tracer quelques perspectives. Ces défis, j'en citerai 5 principaux. L'autosuffisance, encore et toujours, la réforme du modèle économique, sujet que vous connaissez bien, l'attractivité, la collecte de plasma et les activités de recherche. Alors le premier défi pour l'EFS reste celui de l'autosuffisance en produits sanguins. Comme vous le savez, c'est la mission quotidienne de l'EFS qui doit assurer des stocks suffisants en produits sanguins dont la durée de conservation est limitée.
L'autosuffisance, c'est assurer que les patients peuvent recevoir les produits sanguins dont ils ont besoin quand ils en ont besoin. Ça n'est jamais acquis. Et surtout, au-delà de la quantité, en fait, il y a une dimension qualitative essentielle pour garantir l'accès des patients à une transfusion sanguine compatible avec leur propre groupe, avec leur propre phénotype. Donc, au-delà de la question particulière des sangs rares, nous avons dans notre population une très grande diversité de groupes sanguins. Et la diversité des donneurs de sang doit refléter celle de la population. C'est particulièrement important pour soigner la drépanocytose dont le traitement peut nécessiter des transfusions régulières. Pour en rester à des notions simplement quantitatives, l'objectif est d'avoir un stock d'environ 90 000 poches de concentré de globules rouges, ce qui signifie 12 à 15 jours de consommation, le passage au-dessous de 80 000 poches étant un seuil d'alerte qui a été franchi 2 fois en 2022. La crise sanitaire a permis à l'établissement d'accélérer certaines avancées avec le développement du don sur rendez-vous, de la téléassistance médicale en collecte qui permettent à un infirmier de superviser une collecte sous réserve d'avoir la possibilité de contacter très facilement un médecin à distance en cas de difficulté. Mais l'appareil de collecte aujourd'hui n'a pas retrouvé ses repères d'avant la crise sanitaire. Il y a à cela plusieurs raisons. Les tensions en matière de ressources humaines sur lesquelles je reviendrai, des collectes qui ont dû de ce fait être annulées, et puis des moments où les donneurs, en fonction de la situation, de l'ambiance générale dans notre pays, sont moins présents, moins accessibles aux incitations. Là, or, nous sommes dans un moment où non seulement évidemment la question qualitative que j'évoquais reste prégnante, mais on aura aussi en 2024, par exemple, les Jeux olympiques et paralympiques, ce qui signifie que les stocks devront être à un haut niveau à un moment où souvent il est plus difficile pour l'EFS de les maintenir à ce haut niveau parce que c'est l'été et que les conditions de la collecte sont un peu modifiées. On aura aussi sans doute à ce moment-là, dans la région parisienne, des conditions de circulation ou de mobilisation des donneurs qui seront un peu différentes. Et donc l'EFS et l'ensemble des parties prenantes, bien sûr, devront mettre en place une organisation adaptée. Pour répondre aux défis permanents de l'autosuffisance, j'entends poursuivre ce qui a été engagé par les équipes de l'EFS pour développer les partenariats avec les associations, avec les collectivités, pour renouveler l'expérience du don et l'inscrire pleinement dans la vie citoyenne au sens large, pour aller vers les jeunes et les fidéliser, pour promouvoir le don de sang rare en menant un travail de terrain et pour adapter le système de collecte dans chaque région en articulant les maisons du don, les collectes mobiles, afin de répondre in fine qualitativement aux besoins des patients. Le deuxième défi, c'est la réforme du modèle économique de l'EFS, modèle qui, comme le rappellent les rapporteurs de votre commission sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, qui est regardé comme insoutenable depuis le rapport de la Cour des comptes de 2019. Et on pourrait même remonter encore un peu plus loin sur le diagnostic. C'est un modèle qui reposait sur la cession de produits sanguins aux établissements de santé, cession qui a longtemps permis de financer l'ensemble des activités et qui représente toujours la part la plus importante du chiffre d'affaires de l'établissement. Néanmoins, l'effet de ciseaux qu'évoquait le rapport de juillet dernier s'est confirmé ces 4 dernières années. Une baisse de recettes, une hausse des dépenses. Alors, pour ce qui est de ces difficultés financières, les causes que vous avez fort bien analysées sont principalement exogènes. Il y a la modification du régime de TVA en 2019 qui a généré pour l'EFS une perte de près de 70 millions d'euros, compensée par une dotation de l'assurance maladie qui devait être dégressive à compter de 2019. Il y a la baisse, la tendance à la baisse sur le long terme de la cession de concentré de globules rouges, alors qui s'est accentuée pendant la crise sanitaire du fait de la réduction de l'activité hospitalière, mais qui est en fait une baisse qui s'inscrit dans la longue durée, qu'on peut observer depuis 10 ans, et qui se confirme et qui est lié fortement aux évolutions de la médecine. Une médecine qui est moins consommatrice de poches,
ce qui est une bonne chose, puisque en fait, ça veut dire qu'on essaye de mieux utiliser les poches, et donc c'est ce qu'on appelle la gestion du capital sanguin, ou en anglais le Patient Blood Management, auquel contribue l'EFS lui-même avec son activité de conseil transfusionnel. C'est bien pour les patients, puisque c'est plus de sécurité. Ça veut dire prévenir pour les personnes qui vont à l'hôpital, qui vont être soignées, prévenir l'anémie, prévenir les hémorragies, veiller à n'utiliser vraiment que la transfusion dont la personne a besoin. Et puis c'est aussi lié au développement depuis la fin de la crise sanitaire de la médecine ambulatoire, qui est également moins consommatrice de transfusion, et donc l'EFS doit faire avec ce tarissement de la cession de concentré de globules rouges, mais qui est au fond une bonne chose pour notre système de santé. Simplement, c'est un paramètre qui modifie fondamentalement le fonctionnement de l'EFS. Et enfin, je ne serais pas complet si je n'évoquais pas aussi le déficit que génère la cession de plasma pour fractionnement au laboratoire français du fractionnement et biotechnologie, puisque ce plasma, il est cédé à un prix inférieur au coût de revient. En parallèle, donc, effet de ciseau, parce qu'on a une augmentation des coûts liés à la masse salariale, à l'inflation, bien sûr, et un établissement qui a exécuté des budgets en déficit de 11 millions en 2019 et de 40 millions d'euros en 2022. Une réduction des investissements, un coup d'arrêt au plan d'efficience qui avait été lancé en 2019, coup d'arrêt lié à la crise sanitaire. Et après plusieurs années où l'EFS a été contraint de solliciter des subventions ponctuelles, qui ne lui donnaient pas donc de visibilité, il a été décidé dans le cadre du PLFSS 2024 d'apporter une réponse plus structurelle en deux temps, avec d'une part une redéfinition des tarifs réglementés qui devront prendre davantage en compte le coût de revient réel des produits sanguins, c'est-à-dire leur coût de production, avec un objectif d'efficience également, et d'autre part une dotation pérenne de l'assurance maladie, dotation qui serait de 100 millions d'euros, et qui constitue une évolution majeure du modèle économique qui devient mixte. Cette dotation, elle doit financer les missions de service public ou des activités qui ne peuvent être valorisées par la tarification. Elle doit financer en particulier l'accès aux produits sanguins sur l'ensemble du territoire métropolitain et ultramarin dans des délais compatibles avec les besoins hospitaliers. Elle devrait financer les investissements dédiés au renouvellement des actifs et à la conduite des chantiers de modernisation. Ce qui me semble déterminant, c'est que ces dotations marquent une volonté claire d'assurer la pérennité de l'établissement. Elles représentent un premier jalon vers une reprise de la transformation de l'établissement pour lui permettre de rester à la pointe de la sécurité sanitaire et de répondre à l'évolution des besoins du système de santé. Elle permettra au Parlement d'évoquer chaque année le montant et l'utilisation de cette dotation, ce qui va assurer une plus grande transparence et un meilleur suivi de la situation de l'établissement. Je sais que c'est un point auquel le rapport de juillet dernier de votre commission était particulièrement attentif. Cette dotation, à mon sens, elle devra être assortie d'objectifs et d'outils d'évaluation en lien avec une programmation des chantiers de modernisation à conduire. Et je souhaite que le nouveau contrat d'objectifs et de performance que devra conclure l'établissement courant 2024-2025 définisse une stratégie partagée avec l'État qui porte aussi bien sur les ressources de l'établissement que sur la poursuite de sa transformation avec une trajectoire d'efficience. Et pour appuyer ce pilotage, il me paraît souhaitable de planifier les investissements, d'affiner la projection annuelle des cessions de produits sanguins labiles, parce que je pense qu'on a besoin d'éléments plus précis pour donner une plus grande prévisibilité et permettre l'ajustement, la poursuite de la réforme de ce modèle. Il faut aussi, me semble-t-il, impliquer pleinement les établissements régionaux qui connaissent le terrain et travailler avec les ARS, avec les établissements de santé et avec les associations. Cette révision du modèle économique et de la stratégie ne pourra se faire que dans le dialogue avec l'ensemble des acteurs. Et donc la relance du dialogue social sera une condition essentielle, ce qui m'amène au troisième défi, celui de l'attractivité, qui est un point que l'EFS a en partage avec les établissements de santé qui connaissent la même problématique. L'EFS, ce sont 97% de salariés de droit privé, 2/3 sont des femmes. Il s'agit de 3500 techniciens de laboratoire, de 1500 infirmiers et infirmières diplômés d'État, de 800 biologistes, médecins et pharmaciens, de 400 chauffeurs, d'agents de collecte, d'informaticiens.
Le taux de rotation moyen des personnels atteint allègrement les 10%. Actuellement, 320 postes sont vacants, alors il y a le renouvellement normal, et donc c'est un chiffre global qu'il ne faut donc pas prendre comme étant purement et simplement le témoignage de départ, mais voilà, au jour où nous parlons, il y a 320 postes vacants, dont près de 44 postes de biologistes, ce qui est déterminant. Le taux d'absentéisme est élevé, ce qui pèse sur l'organisation des collectes. Il y a un petit passif, c'est-à-dire qu'il y a eu un peu de temps qui a été mis pour l'application à l'EFS d'une partie des accords du Ségur de la santé, ce qui a pu laisser des traces en matière de dialogue social, même si une importante action de revalorisation a été conduite en 2021 et 2022. Des élections professionnelles viennent d'avoir lieu. La reprise d'un dialogue constructif sera au centre de mes préoccupations parce que la qualité du dialogue social déterminera largement la capacité de l'établissement à mener à bien les transformations qui assureront son avenir. Plusieurs évolutions ont déjà été engagées pour faire face aux difficultés de recrutement. Des décrets qui, comme vous le savez, ont réformé les conditions de qualification de certains professionnels pour tenir compte de l'expérience, pour permettre aux infirmiers, par exemple, de réaliser l'entretien pré-don après 3 mois d'ancienneté au lieu de 2 ans auparavant. Je souhaite que nous puissions reprendre tous ces chantiers concernant le dialogue social et les ressources humaines, procéder enfin à la révision de la convention collective et du système de classification afin de définir des parcours professionnels plus attractifs, plus dynamiques, pour que les gens aient envie de rester à l'établissement français du sang, mieux prendre en compte les contraintes opérationnelles, le travail de nuit et les week-ends, travailler sur la marque employeur, c'est-à-dire faire connaître l'établissement et ses métiers, et définir une politique active de formation. Mon ambition, au fond, c'est que la filière française du sang et du plasma reste une filière d'excellence. Et répondre à la problématique de l'attractivité, c'est se donner les moyens aussi bien de moderniser l'outil de collecte que d'assurer l'autosuffisance, de retrouver une meilleure productivité et une plus grande efficience. Le 4e défi, c'est celui de la collecte de plasma pour fractionnement à destination du LFB. LFB qui produit donc les médicaments dérivés du plasma qui permettent de soigner notamment les personnes en réanimation, qui souffrent d'un déficit immunitaire ou les personnes hémophiles. Dans ce domaine, les besoins en immunoglobulines connaissent dans le monde une croissance de 6 à 8% par an. Le laboratoire français couvre 35% des besoins de notre pays en immunoglobulines. Ce sont 65% des médicaments dérivés du plasma qui sont donc issus de prélèvements effectués sur des donneurs rémunérés essentiellement aux États-Unis. Et donc le développement de la collecte de plasma en France est un enjeu à la fois d'indépendance sanitaire, pour répondre aux besoins des patients, mais aussi de cohérence avec notre modèle éthique. L'usine du laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies à Arras ouvrira en 2025. Elle devrait être pleinement opérationnelle en 2027, donc les besoins du LFB vont augmenter. Après les difficultés rencontrées en 2022 pour assurer l'autosuffisance en produits sanguins, l'EFS devrait parvenir cette année à produire 815 000 litres de plasma pour fractionnement. L'autosuffisance totale en plasma dans notre pays ne paraît pas atteignable. La plupart des pays européens, bien sûr, ne l'atteignent pas. Mais il paraît raisonnable d'avancer vers une couverture de 50% de nos besoins, ce qui permettrait au moins de répondre avec la collecte éthique aux patients qui n'ont pas d'alternative thérapeutique. Une première étape consisterait à atteindre 1,4 million de plasma collectés par l'EFS d'ici 2027. C'est compliqué parce que c'est une collecte qui demeure moins connue. Les personnes connaissent bien, les Français connaissent bien le don du sang, mais moins la collecte de plasma, le don de plasma. C'est une collecte qui mobilise les donneurs de façon plus exigeante parce que ça prend plus de temps. C'est plutôt 1h30, 1h50 que 50 minutes. C'est une collecte qui n'a lieu que dans les maisons du don. Il y en a 90 aujourd'hui à l'EFS, donc qui peut générer des déplacements, là où les collectes mobiles de sang total sont plus en proximité. Mais c'est aussi une collecte qui présente des avantages parce qu'elle est moins fatigante, elle comporte moins de contre-indications par rapport à l'anémie, moins de contraintes aussi pour les sportifs. On peut donner son plasma tous les 15 jours, entre 18 et 66 ans, c'est-à-dire 24 fois dans l'année. Donc c'est
c'est plus facile, enfin, dans ce sens-là, sur le plan strictement médical, c'est plus facile et plus fréquemment que le don de sang total. La France dispose d'un potentiel de collecte important. Plusieurs pistes existent pour avancer vers une couverture de 50% des besoins. Un décret a été publié le 5 novembre dernier qui va permettre, par exemple, de mettre en œuvre la téléassistance médicale en collecte pour la plasmaphérèse. Donc ça va démultiplier les capacités puisque les infirmiers vont pouvoir superviser ces collectes. Autre point, la baisse de cession des besoins de concentrés de globules rouges fait aussi qu'on peut envisager une conversion, si je puis dire, de l'appareil de collecte du sang total vers la collecte de plasma. Ça n'est pas évident à mener, mais il y a donc un potentiel là aussi, en complétant le parc de machines, en ouvrant de nouveaux sites. Les différents acteurs, EFS, LFB, ministères, devront, à mon sens, se mettre autour de la table pour fixer un objectif et arrêter un plan de développement. Mais il me semble qu'en toute hypothèse, l'EFS devra s'engager pleinement pour développer cette filière plasma. Cinquième et dernier défi, celui de la recherche et du développement de la filière française de bioproduction. La recherche s'est développée au sein de l'EFS parce que l'établissement détient une expertise de la cellule sanguine. C'est une recherche qu'il a développée d'abord au service de la transfusion pour améliorer la prise en charge thérapeutique et la sécurité sanitaire. Et donc c'est une recherche qui s'est d'abord fondée sur les cellules du sang et les tissus. Ce sont à l'EFS 18 équipes de recherche conjointes avec l'INSERM, avec le CNRS, avec les universités, présente dans 9 établissements régionaux. À partir de ces activités de thérapie cellulaire, l'EFS a développé d'une part de la recherche en médecine régénérative, que ce soit sur la peau, la rétine ou le cœur, et aussi des recherches en immunothérapie, notamment avec les CAR T-cells, qui sont des lymphocytes biologiquement modifiés pour traiter des lymphomes ou des leucémies. L'EFS propose son expertise en matière de médicaments de thérapie innovante à des structures industrielles dans le cadre de contrats de sous-traitance. Il dispose pour cela de 4 plateformes qui réalisent de la bioproduction pour le compte de tiers. Il maîtrise une chaîne de valeur qui va de la recherche fondamentale aux patients avec des essais cliniques. Aujourd'hui, 95% des médicaments de thérapie innovante sont fabriqués à l'étranger. C'est une filière qui revêt donc une importance stratégique pour notre souveraineté sanitaire. L'activité de l'EFS vise à proposer des biomédicaments à un prix qui soit compatible avec notre modèle de santé, parce que ce sont des médicaments dont le prix est assez vertigineux. Je souhaite agir pour le maintien de cet effort de recherche au sein de l'établissement, en lien avec les organismes de recherche, avec les entreprises du secteur. C'est pour moi une activité qui s'inscrit dans l'histoire de l'EFS, qui assure sa capacité à innover et qui montre l'engagement des personnels pour les patients. Et elle me paraît indispensable pour continuer à attirer les talents et les compétences. Vous l'avez compris, je souhaite travailler pour la pérennité et la modernisation de la filière française du sang et du plasma avec un attachement intangible à la sécurité sanitaire et au modèle éthique. J'accomplirai ma mission en associant étroitement toutes les parties prenantes, les organisations syndicales, les associations de donneurs et de patients, le Parlement bien sûr, les sociétés savantes, et en prenant pleinement en compte la dimension territoriale de l'EFS. Faire vivre la démocratie sanitaire me paraît essentiel pour construire l'avenir et maintenir la confiance. Je serai particulièrement attentif à la pleine association des établissements de transfusion régionaux à la démarche de transformation qui doit être conduite au plus près du terrain. J'y mettrai toutes mes compétences et mon énergie. Je vous remercie. Très bien, Monsieur Pacou, pour cette présentation. Je vais tout de suite donner la parole à un certain nombre de nos collègues et je vais commencer par Corinne Imbert. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur, pour votre présentation et pour cette feuille de route, j'allais dire, que vous nous avez déclinée avec des défis importants. Et si vous êtes nommé à la tête de l'AFS, vous ne vous ennuierez pas, je pense, parce que les défis sont effectivement colossaux. Alors, une question assez simple. J'ai 3 petites questions à vous poser. La première, et vous l'avez évoqué, sur le modèle français du don, avec l'éthique.
avec son caractère sur la non-rémunération du don, donc le bénévolat, le non-profit et l'anonymat. Et vous l'avez évoqué également sur les réserves de sang qui, à un moment donné, étaient passées en dessous des seuils d'alerte en 2022. Un modèle qui est différent dans des pays voisins, où la rémunération du don est proposée. Donc comment, selon vous, favoriser la mobilisation des donneurs et le modèle français doit-il être questionné ? On voit bien que l'après-Covid et pour aussi des problèmes d'organisation en interne, c'est-à-dire vous avez évoqué l'annulation un peu à la dernière minute de collecte faute de personnel, et vous avez évoqué le nombre de postes vacants qui est assez important. Donc voilà, est-ce qu'à un moment donné vous vous êtes posé cette question ? Sur l'aspect recherche, et je partage évidemment toute l'importance qu'occupe l'EFS dans la recherche et notamment dans la production de biomédicaments. Vous avez évoqué l'importation de plasma américain. Est-ce que vous pouvez nous détailler peut-être un peu plus comment vous allez, l'ESF va se positionner sur ces thérapies innovantes et contribuer à la consolidation de la filière française de bioproduction importante pour les patients. Et puis enfin, une question qui n'a rien à voir avec cela. Vous avez évoqué le changement de régime de TVA qui a pénalisé l'établissement français du sang. Est-ce que vous imaginez qu'on puisse revenir en arrière par rapport à la TVA qui est appliquée sur les produits ? Voilà. Je vous remercie. Merci. Maintenant, je donne la parole à notre rapporteure générale, Elisabeth Doineau. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur, pour votre état des lieux présenté et aussi l'ambition que vous portez pour cet établissement qui est cher au cœur de toutes les Françaises et les Français. Et je puis vous dire qu'ici au Sénat, on a défendu l'EFS à tous les moments, que ce soit au PLFSS ou à des moments clés aussi de la vie de votre établissement. Donc, j'ai pas beaucoup de questions parce qu'en fait, vous avez répondu en partie à ce que j'avais préparé. Et moi, je voudrais dire simplement que vous arrivez à point nommé parce que en réalité, cet établissement était en difficulté, on va dire en faillite financière, que le modèle n'était plus du tout adapté, que grâce à ce PLFSS 2024, voilà, les choses vont un peu changer. Mais est-ce qu'elles vont changer, je dirais, suffisamment en termes budgétaires ? Parce que vous aviez effectivement avant un modèle qui était basé sur la vente des produits sanguins labiles et rien sur effectivement ce qui vous est donné aujourd'hui en termes de forfait, c'est-à-dire tout ce qui correspond en termes de santé publique à l'ouverture 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et puis vos fonctions aussi sur, je dirais, vous l'avez très bien dit, en termes de démocratie sanitaire. Donc c'est en termes de santé publique une juste reconnaissance de ce que vous faites déjà. Donc ce forfait qui en tout cas avait été quelque peu déjà amorcé, puisque cette année, c'était 55 millions d'euros tout de même, et que là, avec le PLFSS, ce sera 100 millions d'euros. Mais est-ce qu'il est envisagé de faire un peu plus ? Parce qu'en fait, là, vous allez arriver, vous allez pouvoir voir réellement comment les choses se passent. Et moi, je pense qu'il y a 2 points sur lesquels j'aimerais insister. C'est la gestion du personnel, parce qu'effectivement, vous l'avez dit, il y a un gros problème. Parce qu'on l'a vu, moi, j'avais moi-même posé une question au gouvernement sur la non-application du Ségur, ce qui a complètement défavoriser votre institution puisque vous n'étiez pas aussi attractif que d'autres établissements. Et donc là, j'aimerais savoir, en fait, il y a une application donc retardée, mais pas forcément compensée. Donc j'aimerais avoir quelques éléments là-dessus. Et puis, comment rendre plus attractifs justement les métiers de l'EFS et puis en faire un établissement qui soit rayonnant, quoi, pour voilà, attirer les talents. Et puis le deuxième point, c'est la recherche, parce qu'effectivement, la perspective de demain, c'est proposer sur notre pays, mais au-delà de notre pays, une performance, une qualité, voire comment dirais-je, des produits qui soient très innovants, en tout cas en termes de qualité, mais aussi peut-être des produits qui peuvent attirer aussi des chercheurs d'ailleurs pour justement chercher encore plus, parce qu'on ne sait jamais ce qu'on cherche, mais parfois on trouve. Et donc, en tout cas, voilà. Moi, les 2 questions, c'est est-ce que ça va être suffisant
pour travailler sur l'attractivité des métiers dans votre établissement et sur le plan de la recherche, attirer les talents et aller plus loin encore, même dans ce qu'on peut imaginer aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup. La parole à Florence Lasserade. Merci Monsieur le Président. Merci Monsieur pour votre enthousiasme à rejoindre ce poste. Vous avez parlé de la, je vais aller dans le détail, de la drépanocytose. Je voudrais savoir quel coût ça a, quelle proportion dans le nombre de transfusions. Est-ce qu'on peut avoir une idée? Et alors sur la drépanocytose, finalement, est-ce que vous travaillez est-ce que vous travaillerez avec les spécialistes du sujet et la Haute Autorité de Santé à recommander la généralisation du dépistage systématique, alors qu'avant c'était uniquement sur un antécédent ou sur les origines des parents. Ensuite, il y a un espoir considérable avec la thérapie génique, donc probablement que les drépanocytaires n'auront quasiment plus besoin de transfusion, mais cette thérapie génique, elle est financée par la générosité populaire, en particulier par le Téléthon. Voilà, j'aimerais avoir votre point de vue sur l'avenir et ce coût de la prise en charge par l'établissement français du sang des drépanocytaires qui normalement devrait baisser si du moins on va dans le bon sens et en dépistage et en thérapie. Merci. Pour terminer cette première série de questions, je donne la parole à Émilienne Poumirol. Oui, merci Monsieur le Président. Merci Monsieur pour votre présentation. En fait, j'ai peu de choses à redire puisque Corinne et Elisabeth ont dit l'essentiel de ce que je voulais dire. D'abord, pour vous remercier pour avoir envie et de votre enthousiasme sur ce poste, sur l'établissement français du sang, qui est effectivement un établissement auquel nous sommes très très attachés, en particulier sur la filière, enfin sur le bénévolat et sur l'éthique de notre fonctionnement. J'avais moi aussi la question sur la TVA, mais Corinne l'a posée. Vous avez beaucoup insisté sur votre volonté de dialogue, et c'est vrai que j'étais allé, je crois, il y a à peu près un an, à quelque chose près, voir l'établissement d'Occitanie qui est à Toulouse. J'avais visité les locaux et c'était extrêmement intéressant. Mais c'est vrai qu'on avait attiré mon attention sur ce problème d'attractivité. Alors on a déjà parlé du Ségur, mais c'est vrai que la direction me parlait de différence de 400 € par mois entre l'établissement français du sang et l'hôpital qui est, il y a juste la rue à traverser ou quasiment à Toulouse. Donc c'est vrai qu'ils ont perdu beaucoup de postes, de gens qui ont effectivement traversé la rue pour aller pour le même travail ou même, enfin à peu près le même travail. Même s'ils sont passionnés par ce qu'ils font, 400 € par mois, ça commence à compter. Donc, est-ce qu'on va pouvoir rattraper ce retard et avoir des salaires corrects qui reconnaissent vraiment le travail extrêmement important? Et puis, insister moi aussi sur l'importance de la recherche. Et quand on voit le prix, effectivement, aujourd'hui des médicaments innovants, je me dis que ce serait extrêmement important qu'on puisse avoir nous aussi cette recherche et qu'on ne soit pas dépendant à ce point. Vous avez parlé de 95% de médicaments qui viennent de l'étranger. Si on pouvait améliorer vraiment ce 95% et peut-être le transformer en 90 ou en 85, je ne sais, mais je pense que ce serait extrêmement important sur le plan budgétaire aussi. Merci. Merci. Monsieur Pacou, je vous laisse répondre à cette première série. On a encore 4 intervenants après d'ailleurs. Merci Monsieur le Président. Alors, sur le modèle français du don éthique et comment on peut, si j'ai bien compris votre question, relever, je dirais, le double défi de la collecte de sang total avec la problématique permanente d'autosuffisance dans un contexte qui ressort un peu perturbé, aussi bien chez les donneurs, parce que vieillissement de la population, parce que les jeunes viennent une fois, mais pas forcément... Voilà, il y a beaucoup de jeunes, par exemple, qui donnent. Un tiers des donneurs ont moins de 35 ans.
mais ceux qui donnent un peu plus de 2 fois par an, ce sont plutôt les plus de 60 ans. Ce sont plutôt ceux qui ont entre 60 et 70. Ils sont, enfin, la générosité, parce que c'est, enfin, en termes statistiques, c'est qualifié comme ça, elle est plus forte. Voilà, il y a une question aussi de faire revenir les gens et que ça soit un peu plus de 1-2 dons par an. Donc il y a le défi pour le sang total et puis le défi pour la collecte de plasma pour le LFB dans le contexte, comme vous l'avez évoqué, qui est un contexte européen où on a différents modèles. Plusieurs pays qui sont sur un modèle éthique où il n'y a pas d'incitation financière aux dons. 4 pays en Europe qui procèdent à une compensation forfaitaire qui peut avoir un niveau plus ou moins incitatif parce qu'elle est définie en général en fonction du taux horaire moyen de salaire. Et donc ce sont l'Autriche, l'Allemagne, la République tchèque et, si je ne me trompe pas, la Hongrie. Clairement, ça n'est pas le modèle... Pour répondre à ce premier point, ça n'est pas du tout ce que nous souhaitons. En revanche, enfin ce que je prône. En revanche, pour répondre à ce défi, il y a plusieurs axes. Il y a tout ce qu'a engagé l'EFS avec un programme qui s'appelle Innovadon pour davantage utiliser les outils numériques, c'est-à-dire possibilité de prendre rendez-vous pour donner son sang ou son plasma, possibilité de répondre sur une application à un pré-quiz qui vous permet très vite de savoir si au jour J vous pouvez donner ou pas. Alors vous découvrez que vous avez fait un voyage sous les tropiques, en fait c'est pas possible, il va falloir attendre 4 mois. Enfin, c'est plus facile, c'est plus attractif. Une politique de communication qui doit aussi se faire sur les réseaux sociaux et qui fonctionne plutôt assez bien. En ce moment, il y en a une sur le plasma. Et donc là, pour les publics jeunes, c'est sans doute aussi un média qui peut fonctionner. Il y a toute la problématique RH, où là, il y a la question générale de l'attractivité, je pourrais y revenir, mais il y a tout ce que l'EFS a engagé avec l'appui du ministère de la Santé pour faire évoluer tout ce qui tourne autour de la qualification, de la délégation de tâches, et tout en maintenant le plus haut degré de sécurité sanitaire, faire appel aux compétences qu'on détient, c'est-à-dire l'entretien pré-don infirmier, la téléassistance médicale en collecte, le fait de permettre à des techniciens sous supervision de certains biologistes de remplir certaines missions. Donc il y a des réponses structurelles. Après, il y a la grosse question qui j'imagine que le Sénat aussi y est très attentif de l'équilibre entre les collectes mobiles, les maisons du don. Je sais que c'est un élément qui peut rendre plus compliqué l'intervention des amicales et des bénévoles, parce que le plasmaphéresis, par exemple, c'est dans les maisons du don, il y en a 90. Le rôle des associations de bénévoles n'est pas le même. Et de l'autre côté, on a une pression vers l'efficience qui pousserait à réduire ce qu'on appelle les petites collectes, qui font moins de 40 ou 30 dons. Alors même qu'on est aujourd'hui dans une situation où, comme en fait, pour dire les choses, les collectes ne font pas 100% de l'objectif attendu, elles font plutôt en ce moment 90% de ce qui est prévu. Les collectes qui hier, dont on aurait pu se passer parce qu'elles étaient moins efficientes, aujourd'hui, une collecte à 40 dons, 50 dons, surtout si dedans il y a des phénotypes rares en fonction de là où elle est faite, elle peut être très intéressante. Et donc ça fait énormément de paramètres à prendre en compte pour assurer l'efficacité de la réponse. Et pour ce qui est de l'incitation aux dons, je pense aussi que, et c'est un des points qui est évoqué par le programme Innovadon notamment, il y a, même si il n'est pas question d'aller vers le don rémunéré, compte tenu du temps que prend la plasmaphéresis et de l'enjeu de souveraineté sanitaire sur le développement de la filière plasma, il y a sans doute
une réflexion et une discussion à conduire avec l'ensemble des parties prenantes sur comment assurer la neutralité financière de ce don, c'est-à-dire la personne qui est prête à prendre 2 heures de son temps et à se déplacer jusqu'à une maison du don. Est-ce qu'on ne rend pas plus facile la possibilité pour elle d'obtenir le défraiement de ses frais de déplacement? Voilà, des incitations qui ne sont certainement pas une rémunération du don, encore une fois, mais en tout cas assurer le fait que la personne qui donne en plus n'y va pas de sa poche pour, si je puis dire sans mauvais jeu de mots, pour assurer cet élan de générosité. Sur la recherche, il y a bien sûr une question fondamentale de financement à laquelle Madame la rapporteure générale a également fait allusion. La dotation de 100 millions d'euros, à mon sens, elle finance les missions de service public. La recherche est une des missions que la loi confie à l'EFS. En revanche, ce qui est de l'activité de bioproduction, qui est une activité pour laquelle, en réalité, pour faire simple, l'EFS assume des risques que des industriels ne voudraient pas prendre parce qu'on ne sait pas où on va, et vous l'avez très bien dit. Et donc, voilà, un établissement public comme l'EFS peut assumer ses essais et attirer aussi des industriels qui restent en France pour essayer que ça fonctionne. Et on a tout intérêt à ça, mais il y a un coût. Est-ce qu'il appartient à l'assurance maladie, par exemple, de financer ça? Je ne suis pas certain. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt chercher d'autres financements? Alors, il y a des choses qui se font avec France 2030. Voilà, on peut réfléchir au mécénat. Donc, je pense qu'il y a des axes de développement à rechercher de ce côté-là pour... Vous avez parlé de solidité, c'est le bon terme. Il faut que les interlocuteurs, les entreprises privées avec lesquelles ça se fait, avec lesquelles se fait cette sous-traitance, aient l'assurance que ça peut s'inscrire dans la durée et que l'EFS, il a l'assise pour faire ça jusqu'à ce qu'on sache ce que donne le projet sur lequel on travaille. Sur le changement de régime de TVA, si je me souviens bien, il était imposé par des questions européennes. Et donc, voilà, je doute fort qu'on puisse y revenir. Ouais. Madame la rapporteure générale, donc sur les questions sur le budget, est-il le nouveau modèle économique répond-il à tous les enjeux? Alors, pour la bioproduction, par exemple, j'aurais plutôt tendance à dire qu'il faut compléter pour sécuriser. Et puis, il y a la question pour laquelle je ne m'avancerai pas beaucoup parce que, encore une fois, je n'ai pas discuté avec tout le monde et j'ai souligné qu'il y avait de multiples acteurs, c'est celle du plasma. Qu'est-ce qu'on construit pour l'avenir de la filière plasma? Et là, il y a 2 aspects financiers. Il y a le déficit que génère la collecte de plasma et la cession au LFB, déficit que ça génère pour l'EFS, et donc quelle compensation, puisqu'on n'est pas au prix de vente qui est observé dans les pays européens. Donc si on veut développer, si on veut aller jusqu'à 1,4 million de litres par an, ça veut dire un déficit augmenté pour l'EFS. Alors il y a bien sûr la volonté de le faire, mais voilà, comment on finance ça? Et puis il y a le financement de l'investissement. Les machines, la réouverture de maisons du don pour assurer un meilleur maillage territorial. Et donc, à un moment, il faut qu'il y ait une stratégie qui soit définie par l'ensemble des acteurs et qui prévoit un financement. Donc, je vois au moins ces 2 points. Et je crois que le ministre, lorsque vous avez discuté de l'article 31, il a fait lui-même allusion jeudi dernier. Sur la recherche, attirer les chercheurs et proposer une qualité de produit, je vous rejoins totalement. Enfin, c'est parfaitement l'objectif. L'EFS est un établissement qui doit garder cette expertise sur la cellule et en tirer le meilleur bénéfice, que ce soit pour la recherche sur les médicaments de thérapie innovantes ou sur la drépanocytose, bien sûr. Donc, nous sommes, enfin voilà, je partage tout à fait cette ambition. Sur la drépanocytose, alors je n'ai pas d'indication précise sur le coût. Ce que je peux vous dire, c'est que
Selon les données que j'ai, c'est à peu près 30 000 personnes en France qui seraient atteintes de drépanocytose. 10 à 20 000 de ces personnes qui ont vraiment besoin de transfusions régulières encore aujourd'hui parce que il n'y a pas d'autres réponses. Et donc avec toutes les questions que ça pose sur la capacité à leur donner les poches qui font qu'elles ne vont pas développer une allo-immunisation et générer ensuite des difficultés médicales. Mais donc ça veut dire quand même en termes de phénotype, sans aller forcément jusqu'au sang rare, mais de phénotype adapté, il faut assurer une collecte la plus à même de répondre à ces besoins. Sur les travaux avec la Haute Autorité de Santé sur le dépistage systématique, je n'ai pas là non plus d'éléments extrêmement précis, mais je pourrais vous les apporter dans un second temps. Pour ce qui est de la recherche, elle porte aussi à l'EFS sur la capacité à apporter une réponse la plus appropriée possible, avec le moins effectivement d'effets secondaires. Enfin, il y a non seulement les thérapies géniques sur lesquelles il y a un travail, mais et sur des alternatives à la simple transfusion, mais aussi des recherches sur par rapport à l'outil simple transfusion, comment on répond encore mieux aux besoins des populations. Et pour les questions de Madame Poumirol, alors l'attractivité, c'est la clé de beaucoup de choses. Donc, rattraper le retard, Madame la rapporteure générale, j'avais pas répondu complètement sur qu'est-ce qui reste à faire par rapport à l'application du Ségur. Il y a tout le champ, notamment de la classification qui figure dans la convention collective de l'EFS, qui aurait dû être révisée il y a déjà 8 ans maintenant. C'est une question qui est reportée d'année en année. Je pense que là, on va y arriver, c'est-à-dire on va s'y mettre. Et c'est là qu'on doit répondre à tous les enjeux qui sont dessiner des parcours, répondre aux contraintes opérationnelles, enfin vraiment moderniser tout ça et assurer une réponse dans la durée. Et puis sur la recherche, Madame Poumirol, je crois que j'ai pas mal répondu. Très bien, merci Monsieur Pacou. On va continuer. Il y a encore 6 intervenants, hein, donc je vous demande d'être un peu concis. Annie Leroux. Oui, je vais être assez rapide parce qu'il y a beaucoup de questions que je souhaitais poser qui ont déjà été posées, auxquelles vous avez répondu. Je vous remercie. Mais attirer quand même votre attention sur l'attractivité des métiers de l'établissement. Alors, vous avez dit que c'était la convention en collective était répétée d'année en année, reportée d'année en année. Donc, nous comptons vraiment sur vous pour que dans les premiers défis à relever, celui-là, celui de l'attractivité des métiers et de la juste rémunération aussi des professionnels qui travaillent dans ces établissements. Et puis, sur le volet recherche, ça suppose aussi que vous soyez attractif pour les biologistes et chercheurs. Et je constate que là aussi, comme dans beaucoup d'autres établissements d'ailleurs, on est en déficit de démographie médicale avec un nombre de postes vacants important. Donc, je ne sais pas quels sont vos leviers pour pourvoir déjà les postes vacants et relever le défi en matière de recherche. Sur le plasma, moi j'avais une question, alors vous n'avez peut-être pas la réponse, mais vous l'avez un tout petit peu abordé sur le maillage territorial. Dans mon département, il y a une maison du don. Alors, est-ce suffisant alors que le besoin est surtout sur ce champ-là? Et puis, on a un vieillissement aussi des bénévoles qui accompagnent l'EFS. Une campagne de communication autour du don, parce que le modèle, nous y sommes très, très attachés, donc serait, à mon avis, nécessaire
qui servirait autant les bénévoles qui accompagnent l'EFS que les donneurs. C'est vrai qu'il y a de nombreux jeunes qui y vont, mais bon, peut-être qu'il y a aussi à renouveler. En tous les cas, c'est un défi aussi à relever. Donc, je ne vais pas aller plus loin. Sur la vente de produits, on est à des tarifs largement inférieurs. Peut-être que là aussi, sur le modèle économique, il y a peut-être un effort particulier à demander, progressif peut-être, mais nécessaire pour assurer la pérennité de l'établissement. Merci. Merci. La parole à Céline Boulin. Merci, Monsieur le Président. Vous avez, monsieur, expliqué les différentes pistes que vous souhaitiez travailler, et notamment, et ça nous semble tous important compte tenu des questions qui sont posées, à la fois la souveraineté et l'attractivité, la reconnaissance des personnels qui vont de pair, parce que j'ai l'impression qu'il y a un genre de course de vitesse qui est en train de se nouer. Votre prédécesseur, enfin le président par intérim, nous expliquait pendant une audition sur le PLFSS qu'il y avait désormais des collectes qui devaient être annulées faute de personnel en nombre suffisant. Et donc on voit bien que c'est un espèce de cercle vicieux qui peut se mettre en place, qui fait que le manque de personnel, le manque de reconnaissance des professions, fait qu'on n'est plus à terme forcément en capacité d'assurer cette souveraineté, alors qu'on le dit tous, on y tient beaucoup. Donc, comment est-ce que vous imaginez faire un petit peu ce choc d'attractivité pour vraiment enrayer au plus rapidement cette situation? Sur la nécessité d'aller vers, d'avoir des bénévoles plutôt plus jeunes et de les fidéliser. Où est-ce qu'on en est et quel développement vous imaginez aux collectes de sang sur les lieux de travail, sur les lieux d'études? Parce que vous avez évoqué les associations de bénévoles qui sont déterminantes et les collectivités, mais il y a peut-être aussi d'autres lieux qui peuvent se prêter à la collecte pour justement fidéliser des gens qui sont plutôt des actifs. Et enfin, pour financer les activités de recherche, vous avez posé une question qui semblait en effet très pertinente. Est-ce à l'assurance maladie de financer cette part-là? En revanche, je suis plus sceptique sur le mécénat que vous avez imaginé, parce qu'évidemment, ça peut ouvrir la voie à ce que certaines activités de recherche soient financées, d'autres pas, et qu'il me semble que la puissance publique doit garder son rôle d'orientation dans la recherche qui doit être effectuée. Merci. Parole au président Patria. Oui, merci, Monsieur le Président. Très brièvement, merci, Monsieur Pacou. Vous avez, je crois, à la fois très bien évoqué l'ensemble des défis, des efforts qui ont été faits et des efforts à faire. L'essentiel des questions a été posé. Je voudrais vous poser simplement une petite question subsidiaire. La relation de l'EFS avec les collectivités locales, à la fois sur le plan des moyens techniques, de l'aide qui peut être apportée par les collectivités, et sur peut-être du sursaut de vocation à donner le sang à un certain nombre d'habitants dans les territoires. Très bien. Merci. La parole à Marie-Do Ashliman. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, une question concernant l'accès, votre organisation dans les territoires ultramarins. Vous avez évoqué les difficultés, si j'ai bien compris, l'absence d'établissements à Mayotte et en Guyane. Alors, eu égard à la prévalence de la drépanocytose dans ces territoires et à la nécessité de prendre en charge de façon soutenue les patients qui en souffrent, je voudrais savoir comment vous vous organisez. Est-ce que vous avez envisagé de remédier à ces difficultés? J'ai cru comprendre aussi que pour Mayotte, il y avait aussi des difficultés liées à deux points, notamment les problèmes migratoires qui sont une réalité difficile à contenir, mais aussi la prévalence du paludisme qui n'est pas éradiquée. Est-ce qu'il y a des perspectives pour que cette situation soit gérée de façon optimale? Et enfin, un deuxième point qui concerne le défi de votre organisation dans le cadre des JOP de 2024, compte tenu de la durée de vie limitée des produits sanguins à la ville. Qu'est-ce que vous envisagez comme organisation? Est-ce que vous imaginez des approvisionnements à partir de pays voisins européens proches? Ou est-ce que vous comptez renforcer les collectes et les appels aux dons?
Merci. La parole à Alain Milon. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur Pacou, d'abord, veuillez accepter mes excuses, mais en début de matinée, j'ai donné priorité au maire de Vaucluse. Je voulais vous poser une question par rapport à la dotation dont vous avez un petit peu parlé. La dotation qui a été votée de 200 millions d'euros. J'ai regardé vos résultats. En 2023, les pertes sont estimées à 58 millions d'euros pour l'instant. Je voulais vous poser une question précise. D'abord, vous faites des produits dérivés à partir de dons que vous vendez à l'assurance maladie. Et l'assurance maladie vous donne quand même par ailleurs une dotation de 100 millions d'euros. Et j'ai posé une question à Monsieur le ministre, il ne m'a pas véritablement bien répondu. La Cour des comptes, en juin dernier, ici même, a constaté que l'assurance maladie finançait beaucoup d'agences et qu'elle n'avait pas de pouvoir de décision à l'intérieur de ces agences. Est-ce que l'assurance maladie qui vous finance à hauteur de 100 millions a un pouvoir de décision dans les décisions que vous pouvez prendre, étant donné que vous n'êtes nommé plutôt par le gouvernement que par l'assurance maladie, et le gouvernement, si je sais bien, ne vous finance pas? Très bien. Et pour la dernière question, Qualifié. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur, merci tout d'abord pour votre présentation claire et précise. En tout cas, moi, j'ai deux questions. La première, quelles sont vos relations avec les établissements usagers? Et j'ai cru comprendre qu'il y a un certain nombre de millions d'euros d'impayés qui vous sont dus et qui traînent dans les placards. Est-ce que c'est une fake news ou si c'est une réalité? Et la deuxième, plus pratique, je pense qu'il est important qu'il y ait une communication importante vis-à-vis du grand public quand on parle, et je suis favorable bien sûr de développement industriel et autres comme vous souhaitez le faire, de vraiment bien expliquer au public le coût que vous avez pour ces produits sanguins que vous avez par des dons et qui sont payants par la suite. C'est important de remettre un peu tout ça à l'ordre du jour parce que j'ai l'impression que, comme ça a été dit à plusieurs reprises, que ça a été un peu oublié par le grand public. Merci. Très bien, Monsieur Pacou, je vous laisse répondre à cette série de questions. Merci, Monsieur le Président. Alors, pour les questions concernant la problématique des ressources humaines et de l'attractivité, comme je l'ai dit, l'un des premiers chantiers, ça sera de mettre à place ce qui n'a pas pu être conduit jusqu'à aujourd'hui, notamment sur la révision de la convention collective et de la classification. Il m'est difficile aujourd'hui d'aller beaucoup plus loin là-dessus parce que c'est une discussion qu'il s'agit de lancer avec les organisations, avec l'ensemble des parties prenantes. Donc vous comprenez bien que je peux ici affirmer ma volonté de la conduire, mais rentrer dans le détail des mesures, au-delà de vous dire quelles sont les orientations, c'est-à-dire dépoussiérer tout ça, prendre en compte l'évolution des métiers et des besoins du système de santé, parce qu'ils sont plus les mêmes que il y a 15 ans quand la convention a été définie. On voit bien, même le modèle économique lui-même doit être réformé. Donc les métiers ont évolué, l'EFS a une politique avec le soutien des autorités de tutelle de prise en compte de tous les praticiens, tous les intervenants en pratique avancée, de s'appuyer sur les infirmières là où autrefois on s'appuyait sur les médecins, de s'appuyer sur des techniciens de laboratoire confirmés là où avant on s'appuyait seulement sur les biologistes. Et donc ça veut dire qu'on va dessiner des parcours plus riches dans le temps, s'appuyer aussi sur l'outil de formation dont dispose l'EFS qui, ayant récupéré les missions de l'INTS, a pu développer ce qui est le campus EFS, c'est-à-dire un outil de formation interne. Et donc, c'est aussi ça l'attractivité. C'est le sonnant et trébuchant, bien sûr, mais c'est aussi
qu'est-ce qu'on raconte aux personnes qui viennent s'inscrire dans cet établissement dont tout le monde convient qu'il a un rôle vital, essentiel, mais encore faut-il que les personnes qui y viennent puissent s'y dessiner un parcours. Donc c'est ça l'enjeu et c'est ce dont je discuterai avec les équipes et les représentants du personnel. Sur la recherche et là aussi la capacité à attirer, la première modalité, c'est d'être solide sur ses bases et d'avoir les financements, la capacité financière, sachant qu'on s'inscrit dans un écosystème avec les organismes de recherche, CNRS, INSERM, avec les universités, avec les CHU, tout ça se fait dans des unités mixtes de recherche où l'EFS est partie prenante avec bien d'autres acteurs. Donc ce qu'il faut assurer, c'est que l'EFS, quand il s'engage là-dedans, ce soit pour les années nécessaires. Concernant le maillage territorial et l'unique maison du don dans les Côtes-d'Armor, il y a même des départements, puisque bien sûr on a 90 maisons du don en plasmaphéreuse, il y a des départements où il n'y en a pas. Et donc des donneurs qui voudraient pouvoir donner mais qui disent moi il faudrait que je fasse 100 km pour donner du plasma, donc c'est compliqué. Donc il y a bien sûr dans le genre, je parlais de ce plan plasma à définir avec le LFB et l'ensemble des acteurs de la filière. Il y a bien sûr la question de la capacité à ouvrir de nouveaux sites et à aller d'ailleurs assez vite pour assurer une meilleure couverture du territoire en prenant en compte bien sûr les données démographiques notamment pour que cette collecte soit la plus efficiente possible. Sur le travail avec les bénévoles et ce que vous avez évoqué comme le vieillissement des bénévoles et comment on conduit les campagnes, je crois que alors l'EFS a travaillé sur tous les déterminants du don, a conduit des travaux avec les bénévoles sous le pilotage de plusieurs directeurs régionaux d'établissements. Dans l'EFS Social Lab, il apparaît qu'en fait les jeunes souhaitent toujours s'engager. Donc c'est une question qui est compliquée, le vieillissement. Il peut y avoir un vieillissement, mais il y a toujours des jeunes qui veulent s'engager dans la cause du don du sang et de plasma. Je ferai un lien avec la question du président Patria sur ce qui est conduit avec les collectivités, parce que parmi les pistes qui me semblent intéressantes, c'est notamment ce qui a été signé à la fin de l'année dernière, c'est-à-dire la nouvelle convention, on est en plein dans l'actualité pour le coup, la nouvelle convention tripartite entre l'EFS, l'AMF et la Fédération des donneurs de sang bénévoles, qui évoque toute une liste de pistes d'actions que peuvent conduire chacun de leur côté les trois acteurs, et pour les communes en valorisant sur le site de la mairie le don du sang et de plasma, en indiquant comment c'est possible, en renvoyant sur les possibilités. Du côté de l'EFS, en valorisant chaque année des communes qui sont montrées dans le partenariat don du sang particulièrement dynamique et qui ont su mettre à disposition des lieux parfois qui sortent un peu de l'ordinaire, quand évidemment ça peut concerner peut-être des collectivités un peu plus grosses, mais voilà des lieux plus insolites ou des équipements culturels ou bien sûr éducatifs ou sportifs. Donc je pense aussi que dans l'aspect rajeunissement, on peut penser au travail que peuvent conduire les bénévoles avec justement le milieu culturel, le milieu des fédérations sportives, les clubs sportifs. Et donc en fait c'est là aussi c'est un écosystème qui doit faire appel à toutes les générations, puisque encore une fois on peut donner son sang de 18 à 70 ans. Alors le cercle vicieux des collectes annulées et la question du choc d'attractivité, l'aspect RH est bien sûr
fondamentale. Alors, il n'y a pas que l'annulation de collectes, 1600 collectes annulées pour des raisons RH en 2022, à peu près autant cette année, je pense. Il y a aussi des collectes qui, parce que tel agent de l'EFS, des collectes mobiles, tel agent de l'EFS est absent ce jour-là, vont se faire dans un format un peu réduit. Donc, la collecte qui devait partir sur 100 rendez-vous et faire 100 poches ne pourra en faire que moins. Donc, enfin, c'est aussi un problème dans la capacité à remplir les objectifs annuels. Donc, c'est un chantier considérable en matière de RH, de redéfinition du format de ces collectes. Sur la recherche et l'impact du mécénat, à mon sens, c'est bien sûr le pilotage des actions de recherche. Il doit rester dans la main de l'ensemble des parties prenantes et des recherches qui sont financées. Il s'agit de s'appuyer sur, comme la loi d'ailleurs le permet déjà, elle prévoit que l'EFS peut recevoir des dons, des legs, donc il s'agit sans doute de donner une autre dimension à ces sources de financement, mais en aucun cas de confier le pilotage des activités de recherche à de tierces parties. Pour les questions ultramarines, Mayotte, Guyane, et la question de la drépanocytose. Alors à Mayotte et en Guyane, il n'y a en l'état pas de collecte, principalement pour des raisons sanitaires, épidémiologiques, avec effectivement à Mayotte encore une prévalence du paludisme, mais aussi ce qu'on appelle les arboviroses, c'est-à-dire la dengue, le chikungunya, enfin voilà. Et donc sur le paludisme, il y a probablement une perspective que à terme, de même qu'à La Réunion, la problématique a été traitée, si je puis dire. On peut espérer qu'un jour, il n'y ait plus de paludisme à Mayotte et qu'on puisse avancer vers des conditions qui permettraient de faire une collecte, sachant que la problématique est la même en Guyane, c'est-à-dire que ce qui prédomine, c'est bien sûr l'objectif de sécurité sanitaire. Et donc, tant que la situation épidémiologique ne permet pas de procéder à des collectes, parce qu'en réalité, on serait amené, s'il y avait une collecte, à jeter beaucoup de poches, soit parce que on y aurait des maladies portées par les moustiques, les arboviroses, ou aussi parce qu'il y a une prévalence dans ces départements toujours un peu plus forte d'hépatite, par exemple. Et donc des collectes qui amèneraient à faire un investissement très important, mais qui en réalité se révéleraient non efficientes pour des raisons de sécurité, par ailleurs. Pour ce qui est de la réponse au traitement de la drépanocytose, comme pour l'ensemble du système transfusionnel français, ces départements bénéficient de la solidarité nationale organisée au sein de l'EFS. Comme vous savez, il y a des régions qui sont exportatrices de produits sanguins parce qu'elles ont une collecte qui génère plus de poches, et d'autres qui sont importatrices. On parle de régions françaises, je ne parle pas d'exportation et d'importation vers l'étranger. Et donc pour Mayotte, par exemple, l'apport des poches nécessaires et adapté au phénotype des personnes qui sont drépanocytaires à Mayotte se fait principalement depuis le dispositif transfusionnel de La Réunion, avec un apport aussi de la métropole, qui fait que la couverture des phénotypes qui existent à Mayotte est très bonne en fait. Elle est même meilleure parfois que ce qu'on peut observer en métropole, parce que cet apport se fait notamment par La Réunion, et que donc la réponse en termes de groupe sanguin, de compatibilité sur la transfusion, est même un peu mieux assurée à Mayotte. Il y aurait bien sûr, par ailleurs, je ne l'ai pas évoqué, mais un intérêt à terme à développer la collecte en Guyane et à Mayotte, parce qu'on y trouverait aussi des phénotypes justement plus recherchés pour traiter les personnes atteintes de drépanocytose. Sur les Jeux olympiques et paralympiques, quelle organisation ? En fait, ça sera principalement un dispositif sur place, c'est-à-dire adapter les ressources disponibles de l'EFS au sein de l'établissement de transfusion sanguine d'Île-de-France, donc avec un système d'astreinte pour faire face à des situations qui pourraient se présenter. Et donc bien sûr la mobilisation du système régional, mais aussi un apport qui est prévu en cas de nécessité de l'ensemble des régions
qui collecteront plus en cette période estivale, étant donné que l'appareil de collecte, notamment les collectes mobiles, vont plus vers le littoral, les littoraux français à cette période, et on voit toutes les collectes, pour ceux d'entre vous qui ont des bordures littorales, qui ont des communes qui accueillent les dons du sang en juillet et en août. Et sur le rôle, pour Monsieur le Président Milon, de l'assurance maladie et par rapport à l'évolution du financement de l'établissement, l'assurance maladie a un représentant au sein du conseil d'administration, qui, à mon avis, ne répondra que partiellement à la question que vous posez, puisque je pense que vous faites référence à une autre capacité de décision. C'est peut-être quelque chose qui méritera d'être regardé. Je sais en tout cas que le représentant ou la représentante de l'assurance maladie est extrêmement attentive bien sûr au devenir de l'EFS et à la part que prend l'assurance maladie dans son financement. Donc je pense que c'est une question qui, avec cette nouvelle dotation, va prendre une prégnance plus importante. Donc effectivement, nous pourrons reparler. Désormais, cette dotation va nous permettre de nous voir aussi, je l'espère, sur les conditions, voilà, de l'évolution de la situation de l'EFS. Donc on pourra suivre ce point ensemble. Monsieur Califet, effectivement, je tourne la page puisque Monsieur Califet m'avait interrogé sur les relations avec les établissements de santé et la problématique des impayés. Alors effectivement, il y a des établissements qui ont des impayés à l'égard de l'établissement français du sang. Bon, ce sont des situations qui ont vocation à se résoudre dans le temps. La question des relations avec les établissements français du sang, elle est compliquée parce que si on veut être honnête, on pourrait aussi indiquer que il est arrivé au cours des dernières années que après que la loi de financement de la sécurité sociale avait fixé l'ONDAM, que le Parlement avait voté, il est arrivé que le gouvernement procède à des hausses de tarifs. Or, les enveloppes pour l'établissement de santé étaient fixées et donc le financement en face des hausses de tarifs pour les cessions de produits sanguins au sein des hôpitaux n'était pas forcément prévu. Donc il y a plusieurs types de situations. Il y a des établissements de santé qui sont dans des situations plus difficiles. Donc voilà, tout ça est traité par l'EFS a vocation à être réduit. Et puis enfin, sur la communication à l'égard du grand public et la pédagogie, c'est un champ très très important. On observe dans les pays européens qui sont tous confrontés, comme la France, on n'est pas isolé dans la problématique de la montée en puissance de la collecte de plasma. Il y a aussi un enjeu de communication. Expliquer à nos concitoyens que le don du sang, c'est très important, mais le don de plasma, c'est important aussi. C'est différent parce que ça pose moins de contraintes, comme je l'ai dit, mais ça prend un peu plus de temps. Leur expliquer à quoi ça sert, qu'est-ce qu'il y a au bout, les médicaments dérivés du plasma, qu'est-ce qu'ils permettent de soigner, qu'est-ce qu'on fait du don du sang ou de plasma. Donc il ne faut jamais relâcher aussi ce travail de pédagogie et d'information de nos concitoyens. Merci Monsieur Pacou. En tout cas, vous avez fait bien mener votre action de communication vis-à-vis des sénateurs. Voilà. Je vous remercie donc pour cette audition et puis on suivra les évolutions voilà, de l'EFS. Merci beaucoup. Alors en attendant